Alors, ben, ça, c'est un peu la présentation. Donc, j'aime ça toujours commencer quand on parle de nutrition et cancer. Il y a beaucoup de monde où la question, ça passe tout le temps dans notre pensée. Est-ce que c'est ma diète? Est-ce que ça a été ma faute? Est-ce que je fais quelque chose de mauvais par rapport à mon alimentation qui m'a donné, ben, ou a fini pour me donner un diagnostic de cancer? Et la réponse, c'est non. Il n'y a aucun aliment qui est directement relié au diagnostic des cancers. Il n'y a aucun aliment qui peut causer les cancers par lui-même. Par contre, il y a certaines, pas juste des aliments, mais certaines habitudes de vie qui sont reliées à l'alimentation, qui peuvent augmenter les risques d'avoir certains types de cancers. Quand je parle certains types de cancers, c'est parce qu'il y a des études qui ont été plus dédiées à des cancers spécifiques. Par contre, quand un aliment ou un style de vie qui est associé à un cancer particulier, normalement, on fait comme en global, puis on les fait partie des recommandations pour tous les types de cancers, juste pour mettre à côté ou diminuer les risques. Donc, quand on parle de nutrition, c'est quoi les facteurs qui ont été vraiment identifiés que ça pourrait augmenter les risques de développer ou d'avoir un diagnostic des cancers dans les futurs? Ou si on a déjà un cancer diagnostiqué, ça reste quand même un risque pour avoir une récurrence ou pour avoir un autre diagnostic de cancer ailleurs. Donc, la première chose, c'est les surpoids ou les embonpoints. Ça a été directement relié à une augmentation des risques, spécifiquement avec les cancers des seins. Par contre, on sait maintenant que l'obésité ou le surpoids, c'est relié pas juste à les cancers, mais plusieurs maladies chroniques de l'adulte, comme la diabète, l'hypertension, les syndromes métaboliques et les cancers. Les deuxièmes aliments au groupe alimentaire qui a été relié directement au cancer, aux augmentation de risque de cancer, c'est les gras. Donc, dont spécifiquement les gras saturés. Quand on parle des gras, il y a plusieurs types de gras dans un aliment. Normalement, les gras saturés, c'est eux qui viennent ou qu'on les trouve dans les gras d'origine animale, soit la viande, soit les produits laitiers, soit la charcuterie. Et aussi, dans notre organisme, dans notre métabolisme, il y a les mêmes effets, les gras ça pourrait être végétal, mais qui sont transformés en industrie. Et c'est les fameux gras trans qui ont écouté parler et que l'industrie essaye de plus en plus de ne pas ajouter. Au Canada, en fait, c'est interdit les gras trans. Les seuls aliments végétaux qui contiennent des gras saturés, c'est les aliments dérivés qui viennent de les coconuts. Je ne me souviens pas les mots en français. Je pense que c'est les coconuts. Noix de coco. Les noix de coco, pardon. Merci beaucoup. Donc, c'est les seuls aliments d'origine végétale qui va donner lui-même des gras saturés. Donc, j'ai reçu quelques questions en avance que Carly m'a envoyées. Donc, déjà, je vais répondre à la question. Il y avait quelqu'un qui posait des questions si les produits laitiers ils étaient reliés ou ils n'étaient pas recommandés quand on avait un diagnostic de cancer. Donc, les produits laitiers comme tel, ça n'a pas été relié à une augmentation des cancers. Ce qui a été relié, encore une fois, c'est les gras saturés. Donc, ce qu'on recommande, c'est si on va avoir des produits laitiers, de choisir mieux des produits laitiers écrémés ou des bas contenus en gras parce que c'est des gras saturés qu'ils contiennent. Donc, à éviter les laits complets de 3,25, des yogourts à 10% et autres. Je peux élaborer un peu plus tard. Les troisièmes aliments, ça fait partie de notre alimentation, de notre manger, qui a été relié directement au cancer, c'est l'alcool, la consommation d'alcool. Quand
il y a certains guides ou certaines diètes, comme la diète méditerranée, qui recommandent d'avoir une consommation d'alcool par jour. Et quand on réfère à ces guides, normalement, c'est relié spécifiquement au vin, pour la quantité des vins rouges, pardon, pour la quantité des antioxydants qui sont présents dans les vins rouges. Par contre, tous les autres alcools, ils sont reliés en augmentation. Aussi, quand on parle d'alcool, on parle des consommations recommandées qui, quand on trouve un effet bénéfique, c'est normalement avec une consommation légère ou modérée, soit un verre par jour ou une consommation par jour pour les femmes, puis 2 consommations par jour pour les hommes. Malheureusement, ce n'est pas accumulatif. Donc, ça veut dire que si je n'ai pas pris d'alcool lundi, mardi, et mercredi, jeudi, vendredi, je ne peux pas prendre mes 5 verres pour avoir les bénéfices. Donc, c'est vraiment la recommandation, ça reste 1 ou 2 verres par jour, puis de ne pas l'accumuler. Puis le troisième, c'est pas relié à la nutrition, mais c'est relié quand même à un style de vie. C'est le sédentarisme ou l'activité, ou le manque d'activité physique. Ça, c'est relié directement aussi avec une augmentation des risques de cancer. Alors, si on voit ici ces 4 facteurs, oui, ça a été identifié comme un facteur qui transmettait les cancers de façon isolée. Par contre, on le sait bien que si on mange en excès ou une alimentation riche en gras, et spécifiquement gras saturé, on va avoir la tendance à développer un surpoids, étant donné que les gras, c'est un aliment qu'on appelle des hautes densités caloriques. Ça veut dire qu'en petite quantité, ça donne beaucoup de calories. Même chose l'alcool. L'alcool, on les considère en sucre et on les considère des calories vides parce que malgré qu'il y a des calories là-dessus, c'est des calories que notre corps n'utilise pas pour aucune fonction dans notre organisme. Donc, on a la tendance d'accumuler les calories de l'alcool au niveau des gras, spécifiquement des gras abdominaux, que ça peut m'amener aussi à un embonpoint. Puis le sédentarisme ou la manque d'activité physique, même chose, ça peut m'amener à un embonpoint. Donc, oui, les 4 facteurs ils ont été identifiés de façon isolée. Par contre, un excès ou manque d'un de l'autre, ça va tout le temps m'amener à l'embonpoint. Donc, comme j'ai dit avant, l'embonpoint, c'est relié à une augmentation des risques de plusieurs maladies chroniques. Donc, je vais rentrer un peu plus dans les sujets. Donc, il y a j'amène ici des questions qui me posent souvent mes patients, des choses que j'ai entendues. Des fois, c'est des choses que j'ai entendues juste une fois, mais ça répond tout le temps aux questions. Et les questions, ça revient tout le temps les mêmes questions par rapport, parce que quand on parle des mythes relationnés à la nutrition, quand on parle de diète tendance, c'est beaucoup de choses qu'on entend dans la publicité, dans la télé, sur l'Internet, un peu dans les sociales. Donc, les questions, ça revient une autre fois les mêmes questions. Donc, c'était une autre question que j'avais déjà reçue en avance. Est-ce que le sucre nourrit mon cancer? C'est un peu plus, c'est une question très difficile à répondre. Et la question, c'est oui. Par contre, c'est pas une mauvaise chose ou c'est pas une bonne chose d'éliminer toutes les sucres. Et je vais élaborer un peu plus. Oui, les sucres, quand on les mange, ça devient glucose dans notre organisme. La glucose, c'est une molécule ou c'est une substance qu'on utilise pour produire de l'énergie. Donc, si on les met en comparaison facile, la glucose, c'est l'essence qui fait marcher notre voiture. Donc, toute notre cellule utilise glucose comme source d'énergie et notre cerveau, il va préférer la glucose comme source unique d'énergie ou comme source principale. Tandis que les autres organes, si on mange des sucres, ils vont essayer de trouver l'énergie ailleurs. Donc, oui, les sucres, dans son sens, ça nourrit le cancer parce que le sucre, ça nourrit toutes les cellules de l'organisme.
Ce qu'on recommande, c'est quand on parle avec des sucres encore, c'est juste au mot. On connaît les sucres ajoutés, des sucreries, des gâteaux, des chocolats, les sucres blancs, les sucres bruns, la miel, la cassonade. Donc, on connaît ces sortes de sucres et ça, tout ça, c'est qu'on appelle sucre de facile absorption ou simple. Par contre, ça existe une autre sorte de sucre qu'on la connaît avec un autre nom, comme glucides ou carbohydrates, ou hydrates de carbone. Donc, ça, c'est les sucres qui sont plus difficiles d'absorber. OK? Donc, oui, c'est vrai que dans une alimentation santé normale, on recommande d'avoir les moins de sucre possible parce qu'il y a plusieurs réactions métaboliques qui se passent. Quand on mange du sucre, comme j'ai dit, la glucose, ça produit la glucose, c'est notre source d'énergie. Mais pour que notre cellule puisse utiliser la glucose, il va utiliser, disons, un petit transporteur, ça va être l'insuline. Donc, à chaque fois que je mange du sucre, l'insuline augmente pour pouvoir faire des transports à la glucose. Ce qui arrive, c'est que l'insuline, c'est une hormone de croissance. Donc, quand l'insuline est élevée, on accumule plus de gras, on a des résistances à l'insuline. Ça veut dire que quand il y en a beaucoup, beaucoup de produits, ça ne fonctionne pas très efficacement. Donc, notre glucose peut rester à l'extérieur de la cellule et c'est ça qu'on connaît comme la diabète ou l'hyperglycémie. Puis aussi, ça stimule la croissance des autres cellules en incluant la cellule cancérogène. Donc, ce qu'on recommande tout le temps, c'est d'utiliser plutôt des sucres de difficile absorption, donc toutes les glucides, graines, céréales, pain, pâtes, riz, qui sont élevés en fibres pour que l'absorption se fasse tranquillement. Comme ça, on n'aurait pas une production d'insuline très élevée, mais ça va être une production d'insuline qui est plus bas, mais plus constante. Par contre, quand, par exemple, on a des patients qui ont les cancers, mais ils vivent à travers des traitements, chimiothérapie, radiothérapie, des chirurgies. Donc, normalement, c'est l'appétit qui est affecté. Il y a beaucoup de symptômes secondaires, des effets secondaires qui affectent la nutrition, des nausées, des vomissements, des mucosites, c'est des ulcères dans la bouche, des changements de goût, changements de saveur, des odeurs. Il y a beaucoup de diarrhées. Donc, tout ça, c'est des facteurs qui affectent la nutrition. Donc, quand on est en face à quelqu'un qui ne mange pas, les sucres, étant donné qu'on avait besoin de dénourrir un corps, pas juste les cellules de cancer, mais un corps complet, les sucres, ça devient vraiment un allié. Donc, on utilise des suppléments nutritionnels, donc ils sont pleins de sucre. On recommande, ben là, j'ai pas faim de manger un repas complet, mais j'ai beaucoup envie de manger une crème glacée. Ben, la crème glacée, ça devient oui, du sucre que ça s'absorbe facilement, mais au moins, c'est des calories pour soutenir encore. Donc, dans ce monde idéal, dans une personne qui n'a aucun symptôme qui affecte la nutrition et qui mange bien, les sucres, on devrait l'éviter. Mais on l'utilise des fois, puis c'est pas tout le temps mauvais. Donc, s'il y a plus de questions plus tard par rapport à ça, vous pouvez la poser à la fin. Donc, l'autre mythe ou l'autre chose que j'entends parler souvent, est-ce qu'avec tous les pesticides, est-ce que la nourriture organique, est-ce que ça va être mieux pour ma santé? Est-ce que les pesticides, ça va créer les cancers? À date, il n'y a pas une étude, mais il y a plusieurs études qui peuvent avoir des résultats positifs, mais il n'y a pas assez de données scientifiques qui prouvent que la nourriture organique, il y a une réduction de l'incidence ou des risques de cancer. Ce n'est pas une recommandation officielle de prendre la nourriture organique. Si, par préférence, des styles de vie, des croyances d'écosystèmes et autres, vous préférez avoir une nourriture organique et vous pouvez les payer. Il n'y a aucune contre-indication non plus, mais ce n'est pas quelque chose qui est prouvé de façon scientifique que la nourriture organique va réduire les risques de cancer. Donc, soyez à l'aise de prendre la nourriture normale de l'épicerie. Pour les légumes et fruits qui ont beaucoup de pesticides, on sait qu'il faut bien les laver avant
la consommation. Juste avec de l'eau froide pendant 10 secondes, ça devrait être assez. Les troisièmes, c'est les produits à base de soya et phytoestrogènes. Ça, on parle souvent, ou plutôt des patients avec cancer du sein qui ont cancer que c'est positif à récepteur d'estrogène. Donc, et normalement, dans les passés, on recommandait tout le temps des produits, d'éviter les produits à base de soja parce qu'ils sont élevés en phytoestrogène. Aussi, les grains de lin, c'est la même chose, c'est élevé à phytoestrogène. Donc, on pensait dans le passé que ça augmentait la récurrence ou l'incidence d'un cancer du sein. Par contre, maintenant, on le sait que si on commence à manger ou on introduit dans notre diète des produits à base de soya dès qu'on est des enfants, on a un effet protecteur parce que c'est des récepteurs différents. Les estrogènes qui viennent d'origine végétale, ce n'est pas les mêmes estrogènes d'origine animale. Donc, ils ont des récepteurs qui ont des fonctions différentes. Donc, ça ne développe pas, ça n'augmente pas des risques d'avoir un cancer du sein. En fait, l'effet protecteur, on l'a trouvé juste dans les personnes qui mangent des produits à base de soya dès l'enfance. Par contre, ils n'ont pas trouvé des effets négatifs pour les gens qui, dans l'âge adulte, ils veulent réintroduire ou ils veulent commencer à produire à base de soya. Donc, l'Association des diététiques canadiennes et américaines, on recommande tout le temps, si vous aimez les produits soya, vous avez un cancer du sein des estrogènes positifs, vous pouvez manger des 1 à 2 portions des produits de soja par jour. Et juste pour vous donner un exemple, une portion, c'est un verre de lait de soya, une tasse d'édamame, un morceau, après 50 grammes de tofu, etc. On parle souvent aussi des super aliments. Entre autres, il y a les petits fruits ou la curcuma ou plein de choses qui sont reliées, qui normalement, c'est des aliments qui ont beaucoup des antioxydants, qui sont reliés à effets bénéfiques dans notre santé. Par contre, les problèmes, pas les problèmes, nous, on ne croit pas en super aliments, on croit en une diète balancée, équilibrée. Si on trouve un super aliment, puis on s'alimente qui est un aliment dans notre diète, ce qui va arriver, c'est que souvent, on va trouver des déficiences de vitamines, minéraux, surtout des micronutriments ailleurs, parce qu'on donne juste les bénéfices juste à une sorte d'aliments. Puis, on sait que pour avoir toute une diète complète, on a besoin de varier des légumes, des fruits de plusieurs couleurs pour avoir toutes les vitamines, les minéraux. On a besoin de protéines, on a besoin de glucides, on a besoin de gras. Donc, on ne croit pas en super aliments, on croit juste à une alimentation variée et complète qui va nous donner tous les bénéfices des antioxydants. Et encore une fois, c'est pas qu'on ne croit pas. Et quand je dis je parle tout le temps des collèges de nutritionnistes diététistes, mais c'est aussi qu'il n'y a pas des études qui prouvent que juste un super aliment, ça va guérir les cancers ou ça va diminuer les risques d'avoir un cancer dans le futur. Les édulcorants artificiels, les Splenda, les aspartame, ça a été pendant longtemps relié à certains types de cancers. La FDA, c'est la Food and Drug Administration, c'est l'organisme qui régule l'approbation, la distribution des aliments. Il y a encore certains édulcorants qui sont approuvés. Normalement, si c'est approuvé, vous allez trouver à l'épicerie, vous allez probablement pas trouver quelque chose qui n'est pas approuvé. Donc, la stevia, c'est approuvé, la sucralose, Splenda, c'est approuvé, aspartame, acésulfame, c'est des édulcorants qui sont approuvés. Puis, encore une fois, de façon scientifique, il n'y a pas eu autant d'études qui prouvent que ça pourrait causer une augmentation des risques de cancer ou développer des cancers. Il y a beaucoup de monde qui disent que normalement, ça commence à être un sujet
dans la publicité quand il y a un nouveau édulcorant qui vient s'ajouter. Donc, c'est comme une mauvaise publicité pour ceux qui existent déjà. Donc, ça, c'est sécuritaire. De toute façon, quand on parle des doses maximales sécuritaires, quand on parle d'édulcorant, normalement, ça va par kilogramme de poids. Donc, disons, pour la sucralose, qui c'est un des plus populaires maintenant, la Splenda, pour que ça puisse être nocif pour la santé, il faut manger plus de 1 gramme par kilogramme. Mettons, je mets mon exemple, c'est 54 kilogrammes. Donc, c'est 54 sachets de Splenda par jour. C'est sûr que c'est très, très, très rare que quelqu'un va arriver à manger cette quantité d'édulcorants dans son journée. Et la dernière chose, restriction des aliments. Maintenant, c'est beaucoup à la mode des diètes cétogènes, qu'on enlève les glucides, des jeûnes intermittents, donc on passe des périodes sans manger et autres. Donc, je vais vous parler plus loin. Donc, oui, il y a certaines données que ça pourrait être positif de façon temporaire avec certaines sortes de régimes alimentaires. Par contre, les problèmes de restriction alimentaire, encore une fois, c'est ça qui arrive quand on fait les focus sur un super aliment particulier, c'est que les diètes restrictives ou les diètes qui enlèvent des choses, ça risque tout le temps d'avoir un manque de nutriments. Donc, par exemple, la diète cétogène, je vais vous parler plus loin, mais la diète cétogène, normalement, quelqu'un qui suit la diète pendant longtemps, il y a beaucoup de chances d'avoir un déficit de calcium, de fer, des vitamines B, entre autres. Donc, ça mène tout le temps à des déficiences au niveau des micronutriments surtout. Donc, c'est quoi les diètes tendances? C'est ça qu'on entend parler tout le temps. J'ai reçu plusieurs questions par rapport à la diète cétogène, les jeûnes intermittentes. Donc, c'est les plus populaires maintenant. Donc, je vais vous donner un peu de science sur cette diète et je vais vous dire c'est quoi qui a été trouvé comme relation au cancer. Donc, la diète cétogène, ça a été découvert, ça a été implémenté dans les 1980 quelque chose, 92 si je ne me trompe pas. Et ça a été créé comme une diète thérapeutique pour les enfants avec l'épilepsie. Pourquoi pour les enfants avec l'épilepsie? Comme j'avais dit auparavant, la glucose ou les sucres, en tant que plus simple, c'est notre source d'énergie. Et notre cerveau, il va préférer tout le temps la glucose comme sa source d'énergie primordiale. Donc, une diète cétogène, c'est une diète très bas en glucides. Puis les glucides, c'est ça qui va nous donner la source des glucoses. Donc, quand on n'a pas de glucose à produire, ça arrive aussi dans les jaunes, quand on est à jaune, notre corps, il va produire comme source d'énergie des produits qui viennent des gras. Et c'est les corps cétogènes. Il y en a 3. Et ces corps cétogènes, ils vont servir des sources d'énergie plutôt de façon primordiale à des autres organes. Le cerveau, il va essayer de tout le temps préserver sa glucose pour lui parce que c'est la source principale. Par contre, quand on n'a pas de glucose, il y a certaines de ces corps cétogènes qui vont passer au cerveau. Puis dans le passé, ça s'était associé avec une diminution de crise épileptique, surtout en patient ou en enfant qui était résistant au traitement médical. Et c'est toujours utilisé comme 12e ligne de traitement, pas comme la première. Ça, c'était l'utilité qui était dans le temps, quand il était, tout ce temps qui existé. Puis à peu près, il y a 10 ans, ça a commencé à être étudié ou à être comme une option pour les patients avec cancer. Donc, il n'y a pas assez d'études qui prouvent que ça peut réduire les risques de cancer ou que ça peut guérir un cancer. Par contre, il y a des études qui, en même temps ou en parallèle, comme avec les jeûnes intermittents, ils disent que la diète
cétogène en fusion ou en même temps comme thérapie adjuvante de la chimiothérapie et la radiothérapie, il pourrait avoir un effet positif dans la croissance de la cellule cancérigène ou du tumeur. Donc, c'est sûr que quand je parle de diète cétogène, jeûne intermittente, ça ne fait pas partie des recommandations. C'est trop nouveau. La plupart des études, ils sont faites dans des souris. Il n'y a pas des études. Là, ça commence à faire des études dans des êtres humains, mais les problèmes avec ces sortes de diètes, surtout la diète cétogène, c'est que ces diètes sont trop restrictives. Comme je dis, ça peut amener à déficience des micronutriments, surtout des micronutriments, mais aussi c'est difficile de soutenir dans le temps. C'est des diètes qui sont tellement restrictives qu'on peut les faire pendant quelques mois, mais à un moment donné, c'est pas soutenable à vie. Puis l'autre chose, qui est des diètes cétogènes, normalement, c'est très élevé en gras pour compenser les calories. Donc, ça pourrait aussi amener des autres problèmes de santé, dont les cancers du sein, qui je dis que c'est associé au gras saturé. Donc, ça ne fait pas partie des recommandations. Les études, comme je dis, dans des êtres humains commencent. Il y a des effets bénéfiques au niveau des métabolismes. Il réduit, encore une fois, la résistance à l'insuline ou toutes les complications reliées à l'obésité. Par contre, ce n'est pas une recommandation actuelle, puis il faut encore beaucoup plus d'études. Plus intéressante que la diète cétogène, c'est les jeûnes intermittents. Et plus intéressante, encore une fois, ce n'est pas une recommandation. On ne recommande pas en ligne, en directrice générale de suivre ce sort de diète. Par contre, si jamais vous êtes intéressé, c'est important d'aller chercher un professionnel de la nutrition parce que probablement vous allez avoir besoin de suppléments nutritionnels, donc vitamines, minéraux, et pour vous guider un peu de la façon plus santé qu'on peut le faire. Et pourquoi je dis que les jeûnes intermittents, c'est plus intéressant que la diète cétogène? Donc, les jeûnes intermittentes, il y en a plusieurs façons. On a des manger ad libitum ou de façon libre quelques jours. Après ça, 1 ou 2 jours des jeûnes. Et quand je dis des jeûnes, si on les fait quotidien, comme calculé par jour, les jours qu'on est en jaune, normalement, c'est 500 calories et plus. Ça pourrait être 200 calories et plus. Mais, par exemple, les plus populaires, qu'on entend tout le monde qui les fait, c'est quelques heures dans la journée. Donc, mettons, on fait 12 et 12 ou on fait 8 et 16. Donc, ça veut dire 8 heures de jeûne, 16 heures de manger de façon libre. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe des morceaux de la journée où on ne mange rien. Pourquoi je dis que c'est plus intéressant? Premièrement, encore une fois, toutes les études qui sont en train d'être réalisées pour le jeûne intermittent, c'est tout le temps en adjuvance avec la chimiothérapie, radiothérapie. Quand on parle de jeûne intermittent pour la perte de poids, il n'y a pas vraiment beaucoup de différence quand on parle d'un régime d'alimentation balancé et santé et par rapport aux résultats de la perte de poids. Je parle juste des cancers avec les traitements. Donc, c'est que la théorie ou la science, il dit, c'est que normalement, notre corps il est si intelligent pour s'adapter à toutes les conditions. Donc, la famine. Donc, les gens. Quand on mange, normalement, c'est qu'on dit, c'est que si notre corps il arrête de manger, notre métabolisme, il va réduire, il va fonctionner plus lentement. Comme ça, on les met dans un mode de survie. Qu'est-ce qui arrive? C'est que les cellules cancérogènes ou cancérigènes, quand ils essaient de se mettre en mode de survie, qui sont agressés par la chimiothérapie ou radiothérapie, ils n'ont pas la capacité de survivre. Donc, les gens intermittents, maintenant, ils disent que c'est une bonne stratégie pour tuer les cellules cancérogènes, puis augmenter la survie ou ne pas maganer autant les cellules normales qui souffrent aussi en agression quand on donne la chimiothérapie et la radiothérapie.
Donc, il y a beaucoup, encore une fois, ça juste commence pour les humains. Toutes les études, ça est en jeûne intermittent. Ce qui est intéressant avec la diète cétogène et avec les jeûnes intermittents, c'est que la diète cétogène, il a montré d'avoir plus d'effets positifs pour tous les cancers qui sont associés au système nerveux central, dont le cerveau, plus des résultats positifs versus des autres sortes de cancers. Les jeûnes intermittents, à date, la science ou toutes les revues qui ont été publiées, ils disent pour la plupart des cancers, mais il y en a quelques-uns plus rares qui ne répondent pas à cette régime. Donc, c'est pour ça que c'est très difficile de le faire en guide. Ben, premièrement, parce que pour sortir vraiment des recommandations des guides alimentaires, ça prend beaucoup des années, des études pour que tout soit prouvé plusieurs fois de la même façon. Puis l'autre chose, c'est que ben, il faudrait un peu comme pick and choose, il faudrait comme peut-être trier pour quelle personne ça pourrait bénéficier. Une autre chose comparée entre les jeûnes intermittents et la diète cétogène, c'est qu'ils disent que les jeûnes intermittents, ça va être juste de façon temporaire pendant qu'on a notre traitement de chimiothérapie, 24 heures avant au moins, pendant la chimiothérapie et 24 heures après, puis après ça, on peut manger une diète élevée en protéines ou avec des nutriments juste pour récupérer. Puis ils disent qu'il y a beaucoup moins de pertes de masse musculaire. Les gens, ils ont beaucoup plus des chances de suivre la diète pendant longtemps parce que c'est juste temporaire, puis c'est juste un objectif. J'ai ma chimiothérapie, c'est 5 jours de suite, donc 5 jours, je ne veux pas manger. Quand je dis je ne veux pas manger, c'est très réduit en calories, c'est pour que je vais arrêter de manger pendant 5 jours. Puis après ça, je vais remettre à mon alimentation normale. Puis, ils disent aussi, ils recommandent tout le temps que cette jours, c'est continue 24 heures après la chimiothérapie, parce que versus, ou comparé à la diète cétogène, quand on fait la réalimentation, ça pourrait aussi augmenter la croissance ou le développement de la cellule cancérogène. Donc, c'est encore des études. Je ne peux pas recommander ce régime. Je vous parle juste des effets positifs qu'on a vus dans certaines recherches. Ce n'est pas encore un guide. Mais comme je dis, si jamais vous voulez essayer, si jamais vous voulez suivre ces sortes de régimes, c'est important d'aller avec un professionnel. Après ça, on parle de la diète végétalienne. Effectivement, ça a été prouvé, ça fait partie maintenant de notre recommandation, pas de devenir végétarien ou pas de devenir végétalienne, mais en diète à base des plantes ou des plus à base des plantes possibles, ça réduit les risques, pas juste des cancers, mais encore une fois, des maladies chroniques de l'adulte. Donc, hypertension, obésité, résistance à l'insuline, syndrome métabolique. Et encore une fois, quand je parle, ce n'est pas toutes les végétariennes qui ils sont plus proches du poids normal ou des poids désirés, mais quand on a une alimentation basée en plantes ou quand on a une alimentation riche en légumes, en graines, en fruits, normalement, on a une tendance à avoir une diète moins calorique. Donc, c'est encore une fois, ce qui est prouvé versus la diète cétogène ou versus les jeûnes intermittents, c'est qu'on sait, c'est que l'excès de calories il est relié à une augmentation des risques de cancer. Donc, une réduction en calories de la diète normale, comme régulier, ça peut amener à avoir des résultats positifs sur la santé. Ben, et normalement, quand on fait la transition végétarienne ou végétalienne, on a la tendance à avoir une diète plus basse en calories. Ce n'est pas tout le monde, mais c'est en général les recommandations. Donc, j'ai encore reçu des patients qui parlent avec la diète réduite en méthionine. Donc, méthionine, c'est un acide aminé essentiel. Essentiel, ça veut dire que notre corps n'est pas capable de les produire, donc il faut qu'on l'amène de l'extérieur avec la nourriture. Il s'est relié et il y a quelques études ou quelques documentations qui disent aussi qu'il est relié avec une mort plus vite ou mort
plus, plus tôt dans la croissance des cellules cancérigènes. Si on enlève la méthionine de notre diète, par contre, la méthionine, on les trouve, étant donné que c'est un acide aminé, on les trouve dans les protéines. Donc, poisson, thon, des noix. Et ce qui arrive, c'est que quand on travaille les cancers, normalement, on a des traitements, chimiothérapie, radiothérapie, chirurgie encore. Puis aussi, le cancer lui-même, ça augmente nos besoins nutritionnels. Donc, on a vraiment besoin de protéines pour pouvoir guérir, pour pouvoir résynthétiser ou reproduire tous les tissus que le traitement il est en train d'endommager. Donc, c'est très difficile de suivre une diète bas en méthionine, puis donner ou assurer une nutrition adéquate. Et la dernière, qui est très, très, très tendance maintenant, c'est les curcuma. Donc, encore une fois, les curcuma, ça a été associé avec ces bénéfices des antioxydants. À date, il y a beaucoup d'études qui se produisent. Donc, normalement, pendant les traitements actifs, chimiothérapie, radiothérapie, on déconseille fortement d'avoir des méga-doses d'antioxydants. Pourquoi? Parce que les traitements sont faits pour détruire. Puis si on donne une dose très, très élevée d'antioxydants, on peut avoir des interactions où on peut diminuer l'efficacité du traitement. Donc, normalement, des produits naturels, si on prend, on demande de les arrêter au moins 12 semaines avant et 12 semaines après des chimios ou radiothérapies pour éviter des interactions. C'est le cas de la curcuma à dose élevée. Par contre, la curcuma en petite dose, encore une fois, comme adjuvante ou en même temps que la radiothérapie et la chimiothérapie, surtout les études qui ont été plus avancées au niveau des radiothérapies, il y a un effet anti-inflammatoire. Mais encore une fois, par ses caractéristiques ou ses bénéfices des antioxydantes. Par contre, la dose recommandée ou la dose qui a été étudiée et a déterminé d'être sécuritaire, c'est entre 8 et 12 mg par jour de curcuma les jours qu'on va voir les traitements. Encore une fois, ce n'est pas une recommandation, c'est encore beaucoup des études qui sont en train de faire, mais à date, on a eu des bons résultats par rapport à des petites doses de curcuma en réduisant l'inflammation pendant la chimiothérapie. Donc, normalement, il est décrit dans cette recherche qui se fait que la guérison des tissus endommagés par la radiothérapie, c'est plus rapide. Alors, après avoir parlé de toutes ces tendances, de toutes ces recherches qui se font, on revient à ce qu'on recommande ou qui est écrit dans les guides alimentaires canadiens. Dans les guides alimentaires, pas juste canadiennes, les américaines aussi, et normalement et la plupart des associations de nutrition. Donc, si on voit ici notre assiette, on voit la moitié de l'assiette, c'est des fruits et légumes. Donc, si on revient un peu à ce que j'ai parlé que la diète végétarienne a été prouvée comme un résultat positif pour relation au cancer, puis que les jeûnes intermittents, la diète cétogène. Donc, on voit que la moitié de notre assiette, c'est des fruits et légumes. Donc, ils vont me donner beaucoup d'antioxydants, des vitamines et des minéraux. Puis, en même temps, c'est des aliments de bas densité calorique. Donc, dans une quantité de gras, ça va me donner pas beaucoup de calories versus les aliments d'à côté. Donc, si on voit l'autre moitié de l'assiette, on divise en quart pour des glucides. Encore une fois, notre corps, il a besoin des glucides pour se nourrir puis pour fonctionner. Ce qu'on recommande, c'est des grains ou des glucides blé entier, les moins raffinés possibles. Donc, si vous avez le choix entre riz blanc, riz brun ou riz sauvage, encore mieux parce que les moins processés, l'absorption, ça va être plus lente. Les quinoa, les pâtes brunes, les pains blé entiers, ça ne veut pas dire qu'on a besoin maintenant de manger tout gras. Vous pouvez de temps en temps, ou vous pouvez juste inclure un aliment blanc,
mais en vous assurant que vous avez un mélange de fruits et légumes, ça va donner la fibre, ça va faire que mon absorption, ça va être plus tranquille, plus lentement. Et si on voit les protéines, pour répondre ou pour confirmer la question des produits laitiers, et beaucoup de monde disent, oh là, il n'y a pas de produits laitiers. Oui, il y a. On les inclut dans les côtés de protéines. Et si vous allez dans le site de la Guide canadien alimentaire, vous allez avoir que c'est écrit dans la liste des sources de protéines recommandées. Sauf que maintenant, on la groupe avec les aliments qui donnent des protéines. Donc, les protéines, si vous voyez poulet, poisson, viande, des noix, des légumineuses, mais il y a beaucoup une emphase à protéines des sources végétales, comme les légumineuses, les pois chiches, des noix, les tofu, etc. Donc, ce qui est vraiment prouvé et qui fait partie des guides alimentaires par rapport à nutrition et cancer, comme je dis avant, alimentation à base de plantes. Et encore une fois, est-ce que ça serait lié à cause de l'augmentation des fibres? Est-ce que ça serait lié à cause de l'augmentation des antioxydants? Est-ce que ça serait lié à que c'est des aliments qui donnent moins de calories? Puis tout ça, ça va amener en diminution de l'embonpoint. On ne sait pas c'est qui avant, on sait quoi la cause-relation, mais on le sait, c'est prouvé, ça fait partie de la recommandation. Les viandes rouges et les charcuteries, ils ont été prouvés, surtout à cause des nitrites, ils ont été prouvés en relation à l'augmentation des risques de cancer du côlon spécifiquement. Par contre, on les prend comme j'avais dit au début, on fait partie des recommandations d'éviter. Puis quand on va les manger, la recommandation actuelle, c'est pas plus de 2 fois par semaine et chaque fois, en total, 500 grammes. Donc, à chaque fois, à peu près 250 grammes, c'est environ 3 onces. Donc, ça fait, si vous voyez ma palme, ça fait un morceau de viande à chaque fois de grandeur de la pomme de ma main. Et ça fait à peu près l'équivalent d'un quart de l'assiette, si on les voit dans les beaux dessins qu'il y en a à gauche. En diète élevée en fibres, encore une fois, ça a été relié à une diminution de risque de cancer. Des oméga 3, on n'a pas besoin de les prendre de l'extérieur. Encore une fois, surtout si on est en traitement actif, chimiothérapie, radiothérapie, ça compte comme une antioxydante. On peut les prendre de l'alimentation naturelle, soit des noix, soit du saumon, ou des poissons élevés en gras, soit des huiles d'olive, avocat, huile de canola. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un supplément d'oméga 3. On peut avoir avec une alimentation variée. J'ai mis l'hydratation. C'est sûr que notre corps, il est comme, la composition de notre corps, c'est entre 60 et 70% d'eau. Donc, c'est important de se garder hydraté, mais je l'ai mis principalement pour les patients qui reçoivent chimiothérapie et radiothérapie. On fait une emphase dans l'hydratation parce qu'on vous donne des produits toxiques, on vous donne des choses qui sont faites pour tuer une partie de votre corps. Donc, un vœu, c'est de faire, ou un vœu sortir de notre corps le plus rapide possible toutes les toxines, une fois la chimiothérapie est passée. Donc, l'hydratation pour augmenter la fréquence urinaire, si vous voulez le dire de même, juste pour vous assurer que vous débarrassez du traitement. L'alcool, encore une fois, ça fait partie de certains guides pour certaines maladies. Par contre, on parle des vins rouges pour les antioxydants et c'est important de ne pas abuser ou avoir l'excès d'alcool. L'exercice est très important, pas juste pour l'embonpoint. C'est juste que l'exercice aussi, ça produit des hormones anti-inflammatoires qui vont aller contre la croissance de tumeurs ou de la cellule cancérigène. C'est important de remarquer, quand je parle d'alcool-exercice, je fais un petit emphase pour les personnes qui sont chimiothérapie, encore une fois, et radiothérapie, et des hormones pour les récepteurs d'estrogène, pour les cancers des seins, c'est toutes des situations qui augmentent le risque d'ostéoporose.
Donc, l'exercice, ça va augmenter, disons, un peu les dépôts de calcium dans notre corps, ou ça va permettre qu'il rentre plus. L'alcool, ça va diminuer l'absorption des calcium, donc notre dépôt de calcium dans les os va être réduit. Puis aussi, ben, si on boit beaucoup, on peut perdre l'équilibre. Donc, les gens qui ont augmentation des risques ou ils ont déjà l'ostéoporose, c'est sûr que ça va amener aussi des fractures. Donc, c'est important de considérer ces facteurs. Encore une fois, pour les personnes qui sont en traitement de chimiothérapie, radiothérapie ou des hormones en pilule, c'est important de vous assurer que si vous ne mangez pas assez de calcium, vitamine D, d'avoir des suppléments en pilule. C'est les seuls vitamines minéraux qui, ben, c'est pas des antioxydants, donc on les recommande tout le long des traitements de chimiothérapie. Normalement, la vitamine D, ça devrait être standard pour toutes les personnes qui ont un risque augmenté d'ostéoporose. Puis la vitamine, les calciums, ça dépend de votre consommation. Et merci infiniment, Yamilette. C'était plein d'informations. J'ai quelques questions ici qui ont été soumises en avance. Comme vous avez dit, je pense qu'on les a répondues, mais quand même, je vais juste nous assurer que tout a été adressé durant la présentation. Le premier que j'ai ici, c'est que quelles sont les nourritures à éviter? Oui, donc encore une fois, ce qu'on veut éviter, c'est vraiment avoir une relation négative avec la nourriture ou avec l'alimentation. Donc, on n'aime pas donner l'exemple ou donner les messages des bons aliments et des mauvais aliments. Heureusement ou malheureusement, comme on veut le voir, il y a plein de choix dans la pizzerie, dans la vraie vie, il y a plein de choix. Ce qu'on recommande, c'est tout le temps manger plutôt vers une diète méditerranéenne, donc des viandes blanches. Encore une fois, je ne recommande pas d'être végétarien, moi-même, je ne les suis pas, mais au moins de préférer peut-être un repas par jour ou même une fois par semaine, un repas végétarien pour avoir la quantité de fibres pour essayer de diminuer les produits animaux. Mais c'est de juste choisir plein de fruits, plein de légumes, de laisser à côté les aliments avec plus raffinés, avec des sucres ajoutés, des gras saturés. Donc, les aliments qui on les sait, parce que c'est très bien identifié, qui ne sont pas idéalement pour la santé. Par contre, comme je vais vous mettre un exemple. Si j'ai, par exemple, j'ai une main fragile, je me touche ici une fois, probablement, ça va rien faire. Si je me touche 10 ou 15 fois par jour et je fais ça, éventuellement, probablement, ça va faire une petite ulcère dans ma main. Ou ça va faire une irritation ou ça va faire des quoi. C'est la même chose avec la nutrition. Si dans notre quotidien, on mange de façon adéquate ou de façon plus balancée, des aliments moins raffinés, moins de sucre ajouté, moins de sucreries, probablement mon corps, il va être en santé. Si jamais je vais aller chez McDo une fois par 2 mois, puis je mange un burger, probablement cette alimentation qui est pas si santé, ça fera pas un effet très négatif dans mon corps parce que ça fait pas partie de mon quotidien. Donc, l'important, c'est de ne pas agresser notre corps des quotidiens, des jours à jour. Parce qu'à un moment donné, si on agresse, on va avoir une réaction. Comme je dis, la nutrition, il n'y a pas un aliment unique qui va causer les cancers, mais c'est un mélange de facteurs. Et malheureusement, on ne sait pas, la plupart du temps, on ne sait pas c'est qui a cette faiblesse pour développer les cancers. Alors, je pense que cette même idée pourrait s'appliquer on a reçu quelques questions dans la discussion et en avance au sujet du sucre. Alors, je pense que c'est peut-être la même chose un petit peu. Il y a des gens qui demandent est-ce qu'il faut éliminer complètement le sucre, comme le chocolat, comme le dessert, comme des petites pâtisseries, des choses comme ça. Ben, c'est ça. Comme j'ai dit, on est habitué aussi à la nourriture, c'est le plaisir, c'est le social. On est habitué vraiment à, ça fait partie de notre vie sociale.
Donc, non, on n'est pas. L'important, c'est de manger de façon très consciente. Pour exemple, si on se va dans un restaurant avec une amie, à la place de manger un gâteau complet, ben, si on est avec quelqu'un, on peut avoir le plaisir de l'avoir, mais on va les partager. Donc, ça fait moins d'agression, ça fait moins de calories, ça fait moins de sucre. Même dans les guides américaines, canadiennes, dans les recommandations des jours à jour, c'est écrit un pourcentage de ceux qu'on devrait manger par jour. Normalement, c'est 10% de notre besoin calorique total. Sauf qu'on veut les garder vraiment à 10%. Puis 10%, probablement, c'est une cuillère de sucre par jour ou 2 cuillères de sucre, que c'est très facile à dépasser quand on mange un dessert. Donc, comme je dis, l'important, c'est de ne pas utiliser ce genre d'aliments de façon continue, mais oui, on peut manger un chocolat, oui, on peut manger une pâtisserie, oui, on peut manger un dessert sans remords et sans culpabilité parce que ça fait partie de la vie aussi. Merci, c'est comme tout en modération. C'est un peu comme ouais, ça. Effectivement. J'ai quelques questions aussi au sujet des pesticides dans les légumes. Est-ce qu'on fait attention à la vie, à la nutrition ou seulement pendant les traitements? Et aussi, les pesticides sont présents dans les légumes qui nous arrivent du sud des États-Unis. Est-ce qu'ils sont dangereux à long terme? Non, Ou est-ce qu'il faudrait plutôt prendre des légumes organiques? Oui, bien, encore une fois, comme je disais avant, il n'y a pas des études qui prouvent que la diète organique ou l'alimentation organique, ça va avoir plus des effets bénéfiques au niveau des santé. Avec une bonne hygiène de la nourriture, ça devrait être suffisant. Juste de laver nos aliments, nos fruits et légumes avant de les manger avec de l'eau froide. C'est pas une recommandation uniquement pour les patients en chimiothérapie. Donc, tout le monde devrait faire la même chose. Par contre, quelqu'un qui suit la chimiothérapie, dont son système immunitaire il est supprimé ou il est faible, c'est sûr que si on ne lave pas les fruits et légumes, on a un risque élevé de prendre peu importe quelle infection à travers les aliments, qui est quelqu'un qui va à la pizzerie, puis il va dans son char, puis il mange une pomme sans les laver. C'est sûr que quelqu'un avec un système immunitaire plus faible, il va avoir un risque accru à prendre n'importe quelle infection qu'une autre personne qui n'est pas immunosupprimée. OK, parfait. J'ai deux questions ici, un pour un cancer du lymphome et un pour un cancer de l'utérus, mais c'est la même question. Est-ce que c'est permis le café, le thé, les pommes de terre, les patates sucrées, le fromage, la viande rouge? Est-ce que tout est permis? Oui, Même le thé vert? Les cafés, les thés sont permis pour les cancers des utérus, des lymphomes, il n'y a pas de problème. Les fromages aussi, encore une fois, les fromages sont un aliment qui vient associé avec des gras saturés, donc essayez d'aller chercher les fromages plus bas en gras. Ce n'est pas les meilleurs en goût, mais tout ce qui est fromage âgé ou fromage pâtes molles, normalement, ils ont un peu plus de gras. Encore une fois, c'est pas qu'on ne peut pas les manger, mais à éviter. Les viandes rouges, comme je dis dans la recommandation, pas plus de 2 fois par semaine, en petites portions ou en portions contrôlées. Par rapport au thé vert que Carly a mentionné, donc le thé vert, c'est correct si on n'est pas dans un traitement de chimiothérapie. Si on est présentement dans la chimiothérapie, on recommande d'éviter le thé vert 12 semaines avant, 12 semaines après, parce qu'il y a des substances qui se métabolisent au même site où la chimiothérapie agit au niveau cellulaire. Donc, ça pourrait diminuer l'efficacité des traitements. Donc, ça s'applique pour le thé vert, pour les pommes grenades, pour les pamplemousses, pour le pomelo, pour le fruit asiatique, qu'en anglais, on appelle star fruit, puis pour le thé vert. Donc, c'est vraiment ces 5 aliments qu'on déconseille. Et l'orange Sevilla. Encore une fois, je le dis tout le temps, c'est écrit dans la littérature, la orange Sevilla. Plusieurs d'entre vous qui allez rencontrer les pharmaciens, ils vont vous dire, par contre, je n'ai jamais vu les oranges Sevilla à l'épicerie. Donc, je ne sais pas si vous allez dans des marchés plus spécifiques.
juste d'être attentif, mais c'est juste vraiment pendant la chimiothérapie, 12 semaines avant, 12 semaines après, et c'est relié à l'absorption du traitement. Pas parce que c'est mauvais pour la santé ou quoi que ce soit. OK, j'ai quelques autres questions. Il y a 2 questions sur quelle viande est-ce qu'on peut manger, comme les coups de viande, les types de viande, qu'est-ce que vous recommandez? Mais c'est idéalement, c'est sûr que c'est tout le temps, ben, dans certains cas, les plus chers, dans certains cas, les moins goûteux, mais les coupes de viande qui ont les moins de gras possibles. Donc, si on compare, mettons, les poulets, la cuisse, ça va être plus gras que la poitrine. Même si vous mangez la cuisse, on trouve que c'est tout le temps bien sûr, élever la peau, que c'est 100% gras, élever tout le temps les gras visibles. Donc, c'est sûr que tout ce qui est comme l'épaule, qui sont des coupes qui ont moins de gras, ça va être tout le temps mieux pour la santé parce qu'il n'y a pas les gras associés. Par contre, encore une fois, pour cuisiner, des fois, c'est pas toutes les préparations qui vont aller avec les mêmes coupes de viande. Donc, l'important, c'est que si vous achetez en viande, essayez d'élever les plus de gras visibles possible. Si c'est la viande hachée, aller vers le maigre ou extra maigre. Déjà que c'est mélangé, mais c'est relié surtout avec les gras. Parfait. J'ai 2 autres questions, puis là, je peux l'ouvrir à quelqu'un qui veut allumer leur microphone. Le premier, c'est que est-ce que les aliments GMO, est-ce qu'ils sont dangereux? Non, encore une fois, ça fait un peu partie des études scientifiques avec, ben, c'est pas la même chose, mais ça fait des aliments organiques. À date, c'est pas prouvé que les GMO ou les génétiquement modifiés ils ont un impact sur la santé. Il y en a plein de fruits et légumes qui sont qu'on ne le sait pas, mais qui sont des génétiquement modifiés et ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils sont mauvais, c'est que ça rentre dans la catégorie qui sont des mix de grains. Puis c'est génétiquement modifié parce que ça a été modifié de sa composition ou de sa forme originale. Ben non, pour répondre à la question, non, c'est pas mauvais ou c'est pas relié à une augmentation de cancer. Parfait. Et dernière question, et je pense que ça va nous amener à ma question qui est comme qu'est-ce qu'on devrait faire si on aimerait consulter un nutritionniste, une diététicienne. La question, c'est pour quelqu'un qui a un diagnostic avec un cancer de l'estomac, qui va débuter leur traitement de chimiothérapie très bientôt. Est-ce qu'il y a une diète spécifique à suivre? Qu'est-ce qu'il faudrait faire en ce moment? Ben pour les cancers gastriques spécifiquement, la seule chose, c'est que ben, ça dépend. Est-ce que les cancers, c'est obstructif? Est-ce qu'il y a des symptômes qui affectent la nutrition? Est-ce que j'ai des vomissements? Il peut y avoir une sensibilité au niveau des symptômes, par exemple, les reflux gastriques, la sensation de plénitude rapide, des nausées. Par contre, il n'y a pas de diète spécifique. La diète à suivre ou des aliments à éviter, c'est normal, ça va dépendre de votre symptôme. Si vous avez des symptômes particuliers de votre cancer des gastriques, encore une fois, c'est difficile à dire. Ça va être en général des recommandations individualisées dépendant des symptômes, mais il n'y a pas de diète pour les cancers gastriques spécifiques. Je vous conseille, ben, c'est sûr que au niveau des aliments irritants, les cafés, le ginger, des aliments acides ou trop épicés, c'est des aliments qui par nature sont irritants de la mucose intestinale ou gastro-intestinale. Donc, si jamais vous avez une sensibilité à ça, mais encore une fois, toutes les maladies en général gastro-intestinales, c'est très, très, très individualisé. Donc, on a des recommandations générales, mais ce n'est pas tout le monde qui fait dans les mêmes symptômes. Donc, pour répondre à la question de Carly et pour donner les conseils à la madame ou monsieur qui a les cancers gastriques, c'est que normalement, si vous êtes traité dans un hôpital à Montréal, vous avez l'accès à un nutritionniste. La plupart des consultations externes ou des médecins ou des hôpitaux, il y a un nutritionniste. Et spécifiquement, par exemple, à l'hôpital du Général Dewey, on a un nutritionniste attitré à la clinique d'oncologie. Et donc, toutes les personnes qui vont dans les E8, recevoir traitement, ils peuvent contacter la nutritionniste. Vous pouvez tout le temps passer pour votre médecin, ils vont vous écrire une consultation.
si jamais vous êtes dans une clinique où il n'y a pas de nutritionniste, qui est vraiment, ça serait vraiment rare, ça m'étonnerait, vous pouvez tout le temps demander une référence à votre médecin, puis aller passer pour les CLSC. Ça, c'est si on veut parler des couverts pour la RAMQ ou pour les gouvernements. Par contre, sinon, ben, peu importe des cliniques privées où il y a des nutritionnistes, vous pouvez vous référer au site de l'Ordre des nutritionnistes et diététistes de Québec. Et il y a une liste vous pouvez chercher par région, par spécialité. Il y a une liste de nutritionnistes que vous pouvez consulter en privé. Il y a beaucoup de nutritionnistes en privé que, ben, si vous avez de l'assurance, c'est couvert aussi. Donc, vous pouvez aller vers les privés si vous avez ce bénéfice. Alors, c'est fini avec les questions de la discussion et celles qui ont été soumises à l'avance. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut allumer leur microphone et la demander à voix haute, je vous invite à faire ça maintenant. Sinon, vous pouvez toujours allumer votre microphone et juste dire merci. Et ça va marquer la fin de notre présentation. Alors, allez-y si quelqu'un veut parler. Oui, bonsoir. 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 Oui, mon nom c'est Martin. Je suis une personne qui a le cancer. J'ai reçu des traitements de chimiothérapie. Et finalement, j'ai fait une mastectomie finalement. Okay. Ma question, peut-être que je vais sortir un peu du sujet. Avec la mon poids s'était avancé. Donc, j'aimerais savoir si il y a une diète spéciale. Oui, si vous savez aussi un aliment, un thé, quelque chose pour m'aider pour la chaleur. Mais la recommandation particulièrement pour la ménopause qui a été avancée, c'est que quand on perd notre estrogène, on a la tendance à changer un peu notre composition corporelle. Donc, on a moins de masse musculaire, qui la masse musculaire, c'est plus actif de façon métabolique. Donc, ça nous fait dépenser un peu plus de calories. Puis, on a une augmentation de la masse gras dans notre corps, malheureusement. Donc, ça reste que, ou ça fait l'effet que notre métabolisme, ça pourrait être un peu plus bas et on a la tendance à augmenter des poids plus facilement. Côté nutrition, c'est ça vraiment l'effet secondaire qu'on voit très souvent, l'augmentation des poids ou les surpoids. Donc, pour ça, la recommandation, encore une fois, manger de façon santé, beaucoup de fruits, des légumes qui ont un bas contenu calorique, contrôler les portions, aller augmenter l'activité physique pour essayer de maintenir votre masse musculaire, puis augmenter aussi votre dépense énergétique, puis de façon compensée. Malheureusement, côté nutrition pour la chaleur, j'ai rien à vous recommander. Il n'y a aucune thé ou formule qui pourrait fonctionner pour la chaleur. Donc, je pense que ça, c'est une étape que toutes les femmes, on passe à travers. Puis, j'ai aucune réponse pour vous. Je suis désolée. D'accord, merci beaucoup. Y en a-t-il des autres questions à voix haute? Je pense que non. Alors, avec ça, Yamilette, on vous remercie encore une fois. Vraiment, c'est toujours un plaisir d'entendre de vous et de tout ce que vous connaissez. Et c'est tout. Merci à tout le monde d'être venu. Comme je vous ai dit au début, cette présentation sera enregistrée. Donc, si vous avez des collègues, des amis qui aimeraient apprendre un peu plus sur la nutrition, on peut vous offrir le lien. Alors, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel.